Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, votre rendez-vous santé, ceux du docteur Laurent Carlini, bonjour. Bonjour. On va parler cette semaine, on rappelle, le docteur Laurent Carlini, médecin généraliste et urgentiste, on va parler d'une maladie dont on entend beaucoup parler, le psoriasis. C'est quoi exactement ? Alors, le psoriasis, c'est une maladie de la peau, une maladie cutanée, une maladie chronique, c'est-à-dire qui dure dans le temps et dont malheureusement on ne guérit pas. Mais on verra un peu plus tard comment elle se soigne. Une maladie assez caractéristique avec des lésions assez typiques, puisqu'on va avoir des plaques rouges, ce qu'on appelle des plaques érythémateuses, qui sont prurigineuses, ça veut dire qui grattent, qui sont en relief, c'est-à-dire un peu boursouflées, bien délimitées sur la peau et qui sont recouvertes d'une couche squameuse, un peu blanchâtre. Donc c'est des lésions un peu en double couche, très typiques, très caractéristiques, qu'on peut retrouver un peu de partout sur le corps. Et avec deux pics d'incidence pour la maladie. En principe, il y a un premier pic d'incidence vers 15 ans et un second pic d'incidence vers la quarantaine. Une maladie qui est assez fréquente, parce qu'il y a à peu près 3% de la population française, je crois que ça fait à peu près 3 millions de Français qui sont atteints de psoriasis, avec des formes plus ou moins mineures et puis des formes plus ou moins sévères, dont on verra les critères un peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on différencie cette maladie en fait d'une simple peut-être allergie ou de quelque chose, d'une peau sèche par exemple ? Alors la différenciation, elle se fait comme on vient de le dire, par l'aspect typique de ces lésions érythémato-squameuses, c'est-à-dire donc cette couche rosée, rouge, prurigineuse et cet enduit un peu blanchâtre, un peu squameux superficiel. Alors contrairement effectivement à l'urticaire ou à l'eczéma où on va avoir des plaques rouges, des plaques en relief, des plaques qui grattent beaucoup, avec des éruptions un peu diffuses, qui vont durer de quelques heures à quelques jours parfois, alors que le psoriasis, en principe, vous avez des périodes de poussée, comme l'on dit, qui sont plus ou moins longues, et qui sont entrecoupées de périodes de rémission, qui là aussi sont plus ou moins longues, et on verra qu'un peu plus tard, le but des traitements, c'est d'allonger ces périodes de rémission, d'allonger ces périodes de temps où il ne se passe rien, et au contraire aussi, en même temps, de freiner les poussées, et en tout cas de réduire la sévérité de ces poussées. Ce psoriasis est poussé, est-ce qu'il y a une raison, une cause? On entend souvent dire le stress, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est autre chose, une cause plus physique? Alors, il faut toujours un facteur déclenchant pour la poussée de psoriasis. Le facteur déclenchant, il peut être divers et varié. Donc, ça peut être effectivement une infection virale, une infection bactérienne, une infection mycotique, c'est-à-dire à cause d'un champignon. Et puis, effectivement, le stress. Alors, pas forcément le stress psychologique tel qu'on peut le croire et tel qu'on peut le penser, mais le stress, effectivement, de passer un examen, le stress de passer un concours, le stress suite à une annonce particulière, le stress à la veille d'une intervention chirurgicale. Donc tout type de stress peut effectivement engendrer une poussée. Ça n'explique pas le psoriasis, mais ça peut entraîner effectivement la poussée, être le facteur déclenchant. Toutes les variations un peu climatiques, c'est-à-dire l'exposition au chaud, l'exposition au froid, peut aussi entraîner des poussées. Et puis la raison peut-être la plus simple et la plus évidente, c'est les zones de la peau pour lesquelles on soumet à des frictions lorsqu'on met des vêtements un peu trop serrés, lorsqu'on met des vêtements un peu avec des matières irritantes, ça peut là aussi engendrer des poussées de psoriasis. Quand on a une poussée de psoriasis, on la garde ensuite toute la vie? Oui, en principe, la première poussée de psoriasis, c'est un peu le mode d'entrée dans la maladie, dans le développement de la maladie. Et effectivement, lorsqu'on a fait une première poussée, en principe, on est exposé, on est amené à développer d'autres poussées en fonction d'un facteur déclenchant, en fonction d'un moment de la vie. Alors la poussée ne sera pas forcément stricto sensus au même endroit, elle peut être diverse et variée, elle peut atteindre différentes localisations. On verra aussi un peu plus tard. Alors, des localisations préférentielles, en principe, c'est le cuir chevelu. Ça, c'est celle que tout le monde connaît. Et on peut effectivement ne faire des poussées qu'au niveau du cuir chevelu. Et ça peut se cantonner à ce niveau-là tout au long de la vie. Mais après, on peut avoir des poussées pour les endroits les plus fréquents, au niveau du pli du coude, au niveau du pli sous mammaire, au niveau du pli interfessier, au niveau des genoux, au niveau des poignets. C'est un peu les zones préférentielles des poussées de psoriasis. 15 ans, 40 ans pour les premières apparitions de la maladie, ça a une signification? Ou c'est juste un constat? C'est juste un constat, ce fameux taux d'incidence, ce fameux pic d'incidence, c'est une maladie qu'on commence un peu à connaître et qu'on commence aussi à mieux traiter. On a vu qu'il y avait des facteurs déclenchants. Il faut certainement pas oublier que c'est à la base une maladie génétique, c'est-à-dire qu'il y a une composante familiale. Donc il n'y a pas une transmission systématique, il n'y a pas une transmission mathématique, c'est pas du père au fils, au petit-fils. Toutes les lignées, toutes les descendances ne sont pas forcément atteintes, mais il y a des familles de psoriasis, donc on sait si votre grand-père ou votre papa développe un psoriasis, il y a une forte probabilité
lutter en tout cas pour que la descendance aussi soit atteinte de la pathologie. C'est plus une maladie féminine ou masculine, ou indifférenciée? 50-50. 50-50, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Là aussi, il n'y a pas d'explication particulière, mais c'est une répartition qui a été constatée telle qu'elle. Merci beaucoup, merci Dr Carligny. On va se retrouver demain. On précise qu'on n'a pas de masque, mais parce qu'on a des dispositifs justement qui nous permettent la distanciation. Le plexus qui permet aussi de nous protéger. Merci, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, le rendez-vous santé du docteur Laurent Carligny. Bonjour. Bonjour Maria. Médecin généraliste et urgentiste, on parle du psoriasis cette semaine, le mécanisme de la maladie. Alors le psoriasis, comme on l'a vu hier, c'est une maladie donc génétique, mais qui a aussi une composante auto-immune, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction de notre système immunitaire. On sait qu'en principe, le système immunitaire, il est conçu pour réagir et pour lutter contre n'importe quelle agression, qu'elle soit virale, qu'elle soit bactérienne, que ce soit des champignons, comme on a vu précédemment. Et dans le cas d'une composante auto-immune, ça veut dire que le système immunitaire va réagir excessivement contre nous-mêmes. Et donc effectivement la physiopathologie du psoriasis, il faut savoir que la peau elle est divisée en 3 strates. On a l'épiderme, le derme et l'hypoderme, c'est les 3 couches de la peau, et tout va se situer au niveau de la couche superficielle qu'on appelle l'épiderme. On va retrouver dans cette couche la présence anormale de cellules immunitaires et en particulier des lymphocytes. Et ce sont ces lymphocytes qui vont en quelque sorte stimuler, créer, sécréter des protéines inflammatoires, dont les fameuses cytokines. On en parle beaucoup pour le coronavirus avec l'orage cytokinique. Et ces protéines inflammatoires qui vont stimuler les cellules de la peau, les kératinocytes, tellement stimulées qu'elles n'ont pas le temps de se renouveler comme elles le font habituellement, parce qu'on sait qu'elles se renouvellent en principe sur 3 semaines, et là elles vont se renouveler en 3 jours, donc elles n'ont pas le temps, il y a un renouvellement incessant, c'est comme si la peau ne cicatrisait jamais, et donc ces kératinocytes vont en quelque sorte mourir tout en diffusant jusque sur les premières couches de la peau, et c'est ce qu'on retrouvera, ce qui explique la présence des couches squameuses, c'est les kératinocytes qui sont morts en fait. Donc il y a un renouvellement incessant, excessif de ces cellules de la peau à cause de cette inflammation, à cause de cette auto-immunité, ce qui fait qu'on guérit jamais finalement de cette pathologie. Auto-immunité, c'est vrai que c'est un terme qui fait peur, hein. Il y a des maladies beaucoup plus graves. Oui, auto-immunité, c'est un terme qui fait peur parce que d'une part, c'est quelque chose à la base qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur prédisposant. Enfin, il y a un facteur prédisposant, mais il n'y a pas de facteur d'exposition. C'est pas la consommation de cigarettes, c'est pas la consommation d'alcool, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas prévenir. Donc c'est quelque chose qui est ancré en nous, c'est notre système immunitaire qui est tel quel. Et puis effectivement, on sait qu'il y a du fait de cette auto-immunité, une immunité croisée avec d'autres pathologies auto-immunes. C'est ce qu'on avait évoqué sur une précédente émission l'année dernière. On avait parlé de la polyarthrite, on avait parlé de la spondylarthrite, des thyroïdites aussi, des pathologies de la thyroïde auto-immune. Donc l'auto-immunité, effectivement, cette réaction excessive du système immunitaire envers nous-mêmes, elle est entremêlée de plein d'autres pathologies que le psoriasis. On en parlera justement dans une prochaine émission, mais le psoriasis, est-ce que c'est une maladie qui est handicapante ? Oui, ça peut être une maladie handicapante parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les éruptions peuvent survenir presque n'importe où, je dirais. Moindre mal, ça serait le cuir chevelu parce que, effectivement, les éruptions érythématosquameuses sont un peu dissimulées par les cheveux. Mais qui dit cuir chevelu dit parfois des éruptions en arrière des oreilles, au niveau du liseré du front. Donc, c'est des éruptions qui sont effectivement visibles et qui peuvent occasionner une gêne esthétique et effectivement qui peuvent avoir un retentissement psychologique des individus qui n'ont pas forcément l'aptitude psychologique pour affronter le regard des autres avec ces éruptions sur le visage, ou si vous allez à la plage, ou si vous faites de la natation, c'est des éruptions sur le torse, sur les jambes. Bon, c'est pas forcément toujours agréable à vivre. Comment on traite justement ? Est-ce que c'est juste un traitement local ? Est-ce que c'est un traitement de fond ? Alors, on le verra un peu plus tard, les traitements ils commencent à être divers et variés, une forte avancée, une forte progression sur les thérapeutiques, et le traitement va varier en fonction de la localisation, en fonction de l'étendue des lésions, en fonction du retentissement aussi. On peut passer du traitement le plus simple, effectivement le traitement local, à des traitements un peu systémiques, qui sont un peu l'équivalent des chimiothérapies. Et ça, c'est le médecin qui décide en fait en fonction de l'évolution. C'est le médecin qui décide. Alors pour les traitements locaux, une consultation chez le médecin traitant effectivement suffira largement. Et pour les traitements un peu plus poussés, les traitements un peu plus spécialisés, ce sera ou le dermatologue ou le rhumatologue, parce qu'on verra un peu plus tard effectivement que le psoriasis peut être associé à des douleurs articulaires. Merci beaucoup, Dr Carligny. Merci Maria. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Le Dr Laurent Carligny, les rendez-vous santé du Dr Laurent Carligny. Bonjour. Bonjour. Le psoriasis et les maladies associées, on a vu donc rhumatologie. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Quand on pense psoriasis, on pense plus à une maladie de la peau en fait, qu'à une maladie, comme vous nous l'avez expliqué hier, auto-immune qui peut avoir d'autres conséquences.
Oui, effectivement, alors le psoriasis, comme on le disait, peut avoir effectivement des formes bénignes, des formes mineures, mais il y a aussi des formes sévères. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3 classifications pour les formes sévères. On a le psoriasis qui est étendu, qui est généralisé, donc qui est considéré comme une forme sévère. Il y a le psoriasis pustuleux, qu'on peut notamment voir chez les patients qui sont atteints du VIH, donc avec des pustules assez typiques, assez caractéristiques sur l'ensemble du corps. Et le psoriasis qui est associé à des rhumatismes, ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Et ça représente environ 30% des patients qui présentent une maladie type psoriasis. Ça se manifeste comment, cette maladie ? Alors ça se manifeste, comme son nom l'indique, c'est un rhumatisme, donc ça va se manifester par des douleurs articulaires avec 2 atteintes prédominantes. La première atteinte de ces douleurs articulaires, c'est l'atteinte centrale, l'atteinte du squelette axial, je dirais, l'atteinte osseuse, donc notamment la colonne vertébrale, le rachis cervical, le rachis lombaire, le rachis dorsal, mais aussi le bassin, les crêtes iliaques, ce qu'on appelle l'articulation sacro-iliaque, c'est un terme qui commence à être connu là aussi. Ça c'est pour l'atteinte centrale. On peut avoir l'atteinte périphérique, toujours osseuse, les mains, les poignets, les doigts, les chevilles, les pieds. Et puis, on peut avoir une troisième type d'atteinte, c'est ce qu'on appelle les anthèses. Les anthèses, c'est les zones d'insertion des tendons ou des ligaments sur l'os. Pour donner un exemple, par exemple, le mollet, ce qu'on appelle le muscle du mollet, le tendon d'Achille permet de relier ce muscle au talon. Donc la zone d'insertion de ce tendon d'Achille sur le talon, ce qu'on appelle une anthèse, et en cas de rhumatisme psoriasique, l'anthèse sera enflammée, ce qu'on appelle une anthésopathie. Donc il y a des atteintes articulaires, des atteintes de ces zones d'insertion des tendons et des ligaments, et les manifestations, c'est des manifestations inflammatoires, puisque c'est une pathologie inflammatoire. Donc ce seront des douleurs insomniantes, des douleurs qui vont réveiller le patient la nuit, des douleurs qui ont tendance à être aggravées par le repos, mais calmé bizarrement par l'activité physique, donc c'est l'inverse des douleurs mécaniques. Là aussi on avait pu le voir lors d'un précédent sujet sur les spondylarthrites et les polyarthrites. C'est des douleurs qui vont nécessiter un petit dérouillage matinal, c'est-à-dire qu'il va falloir débloquer un peu son articulation pendant 30 minutes, 1 heure le matin lorsqu'on réveille. Mais vraiment l'aspect typique, c'est la douleur insomniante, inflammatoire, nocturne. Et les articulations, cliniquement, lorsque vous allez consulter chez votre médecin traitant, c'est une articulation qui va enfler, une articulation qui sera gonflée, qui va augmenter de volume, qui sera chaude, rouge, douloureuse, donc inflammatoire, parce que en partie épanchement de synovie et sécrétion de liquide synovial. On fait bien la différence entre ces rhumatismes, on va dire, liés au psoriasis et ceux dont on parlait, les polyarthrites rhumatoïdes. Ce sont deux choses complètement différentes. On arrive à faire la différence parce qu'il y a des zones préférentielles que peut toucher le rhumatisme psoriasique et que ne touchera pas par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, comme on l'avait vu, ça peut créer des atteintes des mains, des poignets, mais c'est souvent de manière bilatérale, simultanée, il y a une concordance dans le temps, alors que le rhumatisme psoriasique, il n'y a pas de concordance ni dans le temps, il n'y a pas de symétrie. On peut très bien avoir une atteinte de son genou droit et du poignet gauche. Donc il n'y a vraiment pas de symétrie. Et en ce sens-là, ça fait stricto sensu la différence entre toutes les autres pathologies auto-immunes. Est-ce qu'il y a des examens, par exemple pour la polyarthrite, il y a des examens sanguins pour la détecter? Est-ce qu'il y en a Pour le psoriasis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un examen qui est essentiellement un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'il y a des lésions qui sont typiques, des lésions qui sont érythémato-squameuses. Alors il faut savoir que lorsque ça atteint des muqueuses ou le pli interfessier, enfin les zones qui sont exposées à la transpiration, qui sont recouvertes assez systématiquement par des vêtements, on n'a pas forcément cette couche squameuse, on a simplement une couche érythémateuse, donc cet aspect un peu rosé, un peu pourpre, et ça peut effectivement poser problème à un diagnostic différentiel avec par exemple des champignons ou une mycose. Et à ce moment-là, la seule preuve, je dirais un peu histologique, ça sera la biopsie de la lésion qui permettra de conclure définitivement au diagnostic de rhumatisme psoriasique ou de psoriasis. Est-ce que le facteur environnemental entre en compte ? Forcément un petit peu, parce qu'on a vu que pour participer au déclenchement des poussées de psoriasis, il y a un facteur environnement, un facteur changement climatique, donc les expositions au soleil, le passage chaud-froid, l'humidité, ça peut effectivement créer des poussées de psoriasis, et on sait que l'humidité aussi déclenche des poussées de rhumatisme. Donc oui, il y a forcément une composante environnementale dans la poussée de la pathologie. Merci beaucoup, Dr Carline. Merci. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, le rendez-vous santé du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. Médecin généraliste et urgentiste, on parle du psoriasis, donc ses causes, ses manifestations, aussi les traitements. Alors les traitements, il y a une véritable avancée depuis une dizaine d'années maintenant, et effectivement on a fait des progrès.
pour traiter le psoriasis. Comme on le rappelle, le but, on a vu que le psoriasis c'est une maladie chronique qui évolue par poussée avec des périodes de rémission. Une période de rémission, c'est un intervalle de temps où il ne se passe rien. Et donc le but de ces traitements, c'est effectivement d'allonger cette période de rémission, d'allonger cette période de temps où il n'y aura pas de manifestation clinique, et puis de prévenir la poussée et de faire en sorte que la poussée soit la moins longue possible et la moins sévère possible. Et donc il y a toute une classification clinique qui indique le traitement local ou le traitement par la bouche, c'est-à-dire un traitement systématique généralisé. Donc en principe, le psoriasis du cuir chevelu par exemple, ou sur une zone limitée du corps, un traitement local suffira simplement. Et donc là aussi, une consultation chez le médecin traitant suffira simplement. On peut mettre un traitement local à base d'anti-inflammatoires ou à base de corticoïdes. Et on peut aussi mettre un traitement local à base d'analogue de la vitamine D. Ça fonctionne très bien sur les zones peu étendues, qui ne sont pas forcément exposées, pour lesquelles il n'y aura pas aussi un impact psychologique. Et puis, pour le psoriasis sévère, on a accès au traitement systémique, systématique, généralisé. Alors, comment définit-on le psoriasis sévère? On a vu que c'est un psoriasis qui est généralisé à l'ensemble du corps. Il y a aussi un autre critère, c'est le taux d'extension du psoriasis. Quand en principe ça atteint plus de 30% de la surface de la peau, on considère qu'il faut mettre en place un traitement par voie orale. Et comment on définit ce pourcentage de peau atteinte? Il y a un repère qui est très simple, c'est la surface de la paume de la main. On considère qu'une paume de main équivaut à 1% de zone atteinte. Donc au-delà de 20 à 30% de zone atteinte, donc de 20 à 30 paumes de main de superficie de peau, on a accès à un traitement systémique, un traitement par voie orale. Et puis, par exemple, lorsqu'on a une atteinte du cuir chevelu, c'est une zone localisée, mais quand il y a un impact psychologique ou une altération de la qualité de vie qui est importante, là aussi, même si la zone est peu étendue, s'il y a un impact sur la qualité de vie, qu'il soit psychologique ou qu'il soit handicapant pour les activités physiques, sportives et professionnelles, même si la zone est peu étendue, à ce moment-là, le psoriasis est quand même classé comme étant sévère et on peut avoir accès à un traitement par voie orale. C'est quoi, des anti-inflammatoires, des antibiotiques? Alors, on peut faire une cure effectivement de corticoïdes parce que ça fonctionne très bien pour retraiter la poussée avec des corticoïdes pendant 3-4 jours. Et puis après, on a accès à l'équivalent de chimiothérapie, notamment le méthotrexate qui est connu de tous maintenant, qui à forte dose est une chimiothérapie, mais aux doses préconisées, recommandées pour le psoriasis, pour la polyarthrite, pour la spondylarthrite, c'est l'équivalent d'une activité anti-inflammatoire et ça fonctionne très bien effectivement. Le méthotrexate que beaucoup de patients disent ne plus supporter aussi pour l'avoir pris pendant longtemps. Oui, le méthotrexate, effectivement, à la base, c'est quand même une chimiothérapie, en tout cas à forte dose. Donc, c'est pas un médicament anodin, c'est un médicament qu'en principe, on prend une fois par semaine et qui entraîne des carences de certaines vitamines dont on doit avoir une substitution pour certaines vitamines et qui, effectivement, au fil du temps, n'a pas forcément l'effet escompté, il peut perdre de son efficacité et puis aussi, le patient peut ne plus tolérer, peut présenter des effets secondaires, même au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans d'utilisation du médicament. Et c'est à ce moment-là que les progrès de la science font qu'on a sorti de nouvelles molécules, notamment maintenant ce qu'on appelle la biothérapie, qui sont des molécules qui fonctionnent même pour traiter le psoriasis et toutes les autres pathologies auto-immunes. Il est vrai que quand on est patient, si on a des poussées de psoriasis, on pense plutôt, comme on le disait en début de semaine, à cette maladie d'une peau peut-être atopique. Quand est-ce qu'on fait le lien, en fait, avant d'aller voir son médecin, entre ça et une maladie rhumatologique ? Comment on peut le faire? Est-ce que c'est possible de le faire ou c'est forcément le médecin qui le fait? Alors, il faut forcément, effectivement, consulter chez le médecin traitant parce que le rhumatisme psoriasique, encore une fois, il peut mimer d'autres symptomatologies, de polyarthrite, de spondylarthrite. On peut développer le rhumatisme psoriasique après avoir développé les lésions cutanées, comme le rhumatisme psoriasique peut arriver en premier, et on peut développer dans un second temps les lésions. Donc effectivement, les douleurs articulaires inflammatoires, si on n'a pas eu au préalable les lésions cutanées, peuvent mimer d'autres pathologies. Donc à ce moment-là, il faut effectivement un examen clinique, il faut faire des examens complémentaires, donc notamment radiologiques, parce que demain, si vous avez effectivement des lombalgies, c'est-à-dire des douleurs lombaires, il faut peut-être rechercher une arthropathie lombaire, une hernie discale, une protrusion de disque, des becs de perroquet, quelque chose qui pourrait expliquer la douleur. Et puis il y a aussi tout un listing d'examens biologiques, comme on l'avait vu, avec des anticorps, le facteur rhumatoïde, le fameux HLA-B27 pour éliminer polyarthrite, spondylarthrite, etc. Donc s'il n'y a pas encore eu de lésions cutanées, si ce sont simplement des manifestations articulaires, inflammatoire, comme on l'a vu, il faut au préalable consulter chez médecin traitant pour tous les diagnostics différentiels. C'est une pathologie que vous voyez beaucoup passer en cabinet? Oui, le psoriasis, oui, parce que comme on le disait, c'est 3% de la population, 3 millions de Français. C'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente, qui est de mieux en mieux diagnostiquée. C'est un peu le mal du siècle finalement.
Et puis, on sait qu'il y a des localisations préférentielles qui touchent à peu près tout le monde. Et le psoriasis du cuir chevelu, c'est pas anodin de voir ce motif de consultation très fréquemment toutes les semaines dans un cabinet. Donc pour les traitements, les formes sévères, on y revient pour conclure avec tous ces traitements peut-être anti-inflammatoires ou de chimiothérapie. Pour les formes sévères, effectivement, donc il y a ces fameux critères de sévérité et les principaux, c'est la surface de peau atteinte et c'est surtout l'altération de la qualité de vie. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. C'est pas le stress qui contribue à développer le psoriasis, surtout pas le stress psychologique, parce que n'importe quel type d'événement stressant peut déclencher un psoriasis. Par contre, le psoriasis altère la qualité de vie et peut avoir effectivement une atteinte psychologique, psychosomatique, un retentissement social en fonction de l'endroit où se trouve la lésion. Merci beaucoup, Dr Carlini. Merci. Merci Maria, à demain. Bonjour et bienvenue, les rendez-vous santé du Dr Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. Médecin généraliste et urgentiste, on parle du psoriasis. Est-ce qu'il y a un moyen de se prévenir de psoriasis? Alors le psoriasis, il n'y a pas véritablement de moyens de prévention. On sait quand même que, par exemple, la consommation d'alcool et de tabac, comme on l'a vu tout à l'heure, peuvent effectivement participer à déclencher une poussée. Donc ça ne va pas empêcher la pathologie parce qu'il y a une composante auto-immune, il y a une composante génétique comme on l'a vu, donc si on doit l'avoir, malheureusement on l'aura. Mais effectivement, il y a des facteurs qui vont prédisposer, qui vont déclencher la poussée et ça passe effectivement par l'hygiène de vie. Et s'il y a bien deux facteurs, je dirais, de ce que l'on peut empêcher, de ce que l'on peut prévenir, c'est la consommation d'alcool, la consommation de tabac. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent les patients atteints de psoriasis, alors pas le psoriasis du cuir chevelu qui peut atteindre n'importe qui d'entre nous, mais un psoriasis un peu plus poussé, un peu plus évolué, il est souvent lié à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, c'est les patients qui vont être en surpoids, les patients qui vont avoir du cholestérol, les patients qui vont être hypertendus, parfois diabétiques, ou en tout cas qui vont avoir une glycémie qui a tendance à monter un petit peu. Donc on sait que la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le contrôle de la tension, la surveillance de son bilan lipidique, la surveillance de sa glycémie, la perte de poids, l'activité physique, ça peut effectivement contribuer à ne pas participer à la déclencher d'une poussée. Donc ça fait partie en quelque sorte d'une hygiène de vie préventive. Exactement, ça fait partie d'une hygiène de vie préventive. Encore une fois, le psoriasis étant un peu ancré dans les gènes et le psoriasis étant un peu lié à cette réaction auto-immune excessive, on ne pourra pas empêcher la pathologie, mais en tout cas on pourra prévenir la poussée, peut-être retarder l'apparition de cette poussée et surtout faire en sorte qu'elle soit la moins sévère possible. Alors en termes de prévention, on parle souvent de sport, d'activités physiques qui sont bien positives dans bien des domaines de la santé. Est-ce que c'est le cas pour le psoriasis ? Oui, c'est le cas. Alors, sur le versant prévention, encore une fois, oui, parce qu'on sait que l'activité physique, l'activité sportive, ça va améliorer le profil tensionnel, donc ça va avoir tendance à faire baisser la tension pour les patients qui sont hypertendus. Lorsqu'on fait de l'activité physique, effectivement, on brûle des calories, donc on va faire baisser son cholestérol, on va améliorer son profil glycémique, on va réduire sa charge pondérale. Donc, en ce sens-là, sur le versant préventif, ça fonctionne assez bien. Et puis, on sait que l'activité physique, pour les patients qui sont porteurs de ce rhumatisme psoriasique, ça a forcément des bienfaits. Alors, l'activité physique, après, elle sera un peu rythmée en fonction de l'atteinte. Si on a une atteinte du rhumatisme psoriasique au niveau de l'extrémité des doigts, on peut se prêter à n'importe quelle activité physique. Maintenant, si c'est une atteinte plutôt au niveau des sacroiliacs, c'est-à-dire au niveau du bassin ou au niveau de la colonne vertébrale, en principe, on préférera les activités un peu douces, donc la gymnastique douce, la natation, un peu les sports aquatiques, mais qui ne sont pas forcément ultra traumatiques pour les articulations. Donc la natation, de toute façon, on a l'impression que c'est bon pour toutes les pathologies. Oui, la natation, c'est bon pour toutes les pathologies parce que c'est pas le sport le plus violent, bien au contraire, c'est pas le sport le plus traumatique. Les chocs sont amortis par l'eau, il n'y a pas de contact direct avec le sol, donc il n'y a pas cette masse corporelle qui va être impactée par le retentissement sur le sol. Donc c'est sûr que la natation, elle peut être prescrite pour toutes les pathologies articulaires, y compris pour l'arthrose. C'est d'ailleurs le principe de la balnéothérapie qu'on a tendance à prescrire avec la kinésithérapie, ça va de pair pour les patients qui présentent de l'arthrose, de la polyarthrite, de la spondylarthrite et du rhumatisme psoriasique. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre de ce psoriasis ? Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? C'est que malheureusement on n'en guérit pas. On aimerait, mais il n'y a pas encore de thérapeutique qui puisse faire en sorte qu'on guérisse du psoriasis. C'est une maladie chronique avec laquelle il faut apprendre à vivre. Encore une fois, tout l'enjeu des traitements, c'est de limiter ces périodes de poussée, c'est d'allonger les périodes de rémission, donc ces périodes où il ne se passe rien. Et puis c'est surtout de prendre en charge, et ça on a tendance à pas forcément y penser, et en tout cas pas forcément le prendre en premier plan, mais c'est prendre en charge l'aspect un peu psychologique, le retentissement, l'handicap qui soit physique, parce que parfois les lésions, en fonction de l'endroit où elles
sont situées sont forcément un peu dégradantes physiquement. Et puis, pour les patients qui présentent un rhumatisme psoriasique, il y a ces douleurs chroniques, insomniantes, invalidantes, surtout en fonction des articulations concernées. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi cette composante psychologique et psychosomatique à prendre en charge au-delà de l'aspect des lésions à traiter. Est-ce que les cures thermales, pour conclure, ça marche? Oui, les cures thermales, ça marche. Ça fonctionne très bien, notamment pour les rhumatismes, donc notamment pour le versant rhumatisme psoriasique, mais aussi pour traiter les lésions, en tout cas pour hydrater un petit peu la peau. Donc ça fonctionne très bien parce que ça permet d'éduquer le patient, d'apprendre au patient à connaître sa pathologie, de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qui lui est conseillé ou pas. Et puis encore une fois, effectivement, alors c'est un traitement qui ne se suffit pas lui-même, effectivement, mais en complémentarité de tous les autres traitements, c'est forcément une bonne chose. C'est pris en charge ou pas du tout? C'est pris en charge par la sécurité sociale, oui. Merci beaucoup, Dr Carline. Merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On se retrouve d'ici quelques semaines, toute petite semaine. On va réduire un peu les délais pour une nouvelle émission de votre rendez-vous santé. À très bientôt. À bientôt.